suis mise en disponibilité pour 5 ans pour me consacrer totalement à cette mission qui nous a été donnée. Donc effectivement, maître de conférence en RH, je donne beaucoup d'enseignements sur la formation professionnelle. Je fais également du coup de la formation à la fois initiale et continue et en apprentissage, puisque vous le savez sûrement tous, l'apprentissage va jusqu'au niveau Bac plus 5 et d'ailleurs le supérieur connaît un grand succès. Également de l'accompagnement à la VAE, et c'est vrai que ce sujet est un sujet qui me porte et sur lequel je suis vraiment convaincue qu'il y a des enjeux essentiels pour l'avenir de notre pays, de nos jeunes, puisqu'on a aussi, comme le disait Dominique David, un gros enjeu d'orientation de notre jeunesse. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ce que je vous propose, parce qu'on est vraiment en plein dans la discussion, dans la préparation du passage de cette loi à l'Assemblée, on a fait la première étape la semaine dernière, le texte est passé en commission des affaires sociales. Donc on a déjà commencé à balayer un certain nombre de propositions de modifications et on a cherché à améliorer finalement ce texte. Et là, on entame la deuxième partie puisqu'il revient en séance lundi prochain. Donc on est vraiment là au milieu de ce processus, ce qui fait que tout n'est pas complètement figé encore, donc je ne serai pas en mesure de tout vous présenter, mais c'est vrai qu'on commence à avoir une belle vision de ce que va donner cette réforme et de ce qu'elle pourra justement entraîner. Donc très rapidement, je vais vous présenter en 2 mots le diagnostic sur lequel on est parti à la base de cette réforme, ce qu'on cherche à améliorer et les grands axes globalement. Donc on est parti déjà du constat que peut-être vous avez pu faire vous-même de manière individuelle, qu'aujourd'hui malgré les moyens qui sont déployés autour de la formation professionnelle, nous avons finalement des résultats assez contrastés. Contrastés parce que on pourrait déjà en volume faire beaucoup plus. Quand on regarde le nombre de personnes qui partent, qui ont accès à la formation tous les ans, on s'aperçoit qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et également contrasté en termes d'égalité d'accès, puisque ce sont finalement aujourd'hui les personnes et les entreprises qui en auraient le moins besoin, qui savent mieux utiliser les ressources dédiées à la formation professionnelle. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens qui ne sont pas qualifiés puissent justement accéder à la qualification et puis accéder à une qualification qui soit en lien évidemment avec les voies qui sont prometteuses pour l'avenir. Hein. On leur répète très souvent, mais c'est vrai qu'à horizon 15 ans, et notamment dans les filières industrielles, nous avons la moitié des métiers dont les compétences vont vraiment être modifiées, 20% des métiers qui vont disparaître, 20% des métiers qui vont apparaître. Donc on a vraiment un fort enjeu en termes de redéploiement des compétences et en termes justement de capacité de la population active à être formée tout au long d'une trajectoire professionnelle. Donc une fois que ça s'est dit, donc inégalitaire par rapport à la qualification, il faudrait que les moins qualifiés puissent avoir accès à la qualification. On sait que c'est le meilleur rempart, la meilleure des sécurités, puis le meilleur moyen effectivement de trouver des emplois, notamment sur les métiers en tension. Inégalitaire aussi par rapport aux PME qui savent pas bien finalement utiliser un système qui aujourd'hui est assez complexe. Et donc il faut arriver finalement à se retrouver entre les différents acteurs. Qui s'occupe de quoi, comment est-ce que je peux avoir accès à tel financement ou à tel autre. Donc beaucoup d'ingénierie financière, et c'est vrai que ça peut décourager pas mal à la fois d'entreprises et de salariés à s'intéresser à cette question qui pourtant les concerne au premier chef. Donc le gros enjeu c'était comment faire pour que les principaux concernés s'emparent en fait de la question. Et donc tous les axes en fait qu'on essaie de déployer sont portés par cet enjeu-là. Donc si je prends, je vais faire ça de manière très scolaire, en commençant par l'article 1 jusqu'à l'article 20, mais c'est une certaine logique. Donc si je prends le premier axe qui porte sur l'individu finalement, hein, comment l'individu peut se saisir lui-même de sa formation. Avec cette réforme, il y a un vrai changement, c'est l'idée d'un compte personnel de formation
qui soit monétisé. Alors je pense qu'on va y revenir dans les débats parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, mais le fait que les droits soient exprimés en euros présente l'énorme avantage d'être beaucoup plus concret pour la plupart des personnes. Elles se disent, bon mais tiens, j'ai 1500 € que je peux éventuellement investir dans une formation qui va m'aider à aller vers une progression professionnelle. Donc ça concrétise assez bien les choses, alors qu'aujourd'hui, en ayant des droits en heures, on ne sait pas bien à quoi correspondent ces heures, à quoi ça correspond finalement, qu'est-ce que je peux faire avec ces heures, comment je fais pour y accéder. Donc on a déjà ce premier point qui a pour but de rendre la chose plus visible. Deuxième point, on cherche à rendre la chose plus visible aussi à travers une application d'accès direct via un smartphone ou un ordinateur qui permettra finalement à une personne, un salarié, un demandeur d'emploi, un indépendant qui souhaite se former, d'avoir accès assez directement aux formations qui sont disponibles dans son territoire, dans sa zone géographique, avec un certain nombre d'informations qui lui permettront justement d'être guidé, de savoir justement à quelle date, quel est le tarif, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation, sur quoi elle débouche, quelles sont les compétences que je vais acquérir en suivant cette formation. Donc là aussi, on cherche à apporter l'information finalement à la personne concernée, pour là aussi qu'elle commence à réfléchir, qu'elle s'empare de ce sujet. C'est vraiment important cette question d'intéresser la personne, parce qu'on est dans le domaine de la formation, et dans le domaine de la formation, on ne peut pas prescrire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vraiment motivé, qui ne sait pas vraiment pourquoi il va en formation. On sait bien que pour qu'une formation fonctionne, il faut que la personne elle-même soit motivée à la suivre, soit investie dans ce qu'elle est en train de faire. Et donc, tout l'enjeu c'est ça, c'est d'investir finalement les salariés. Alors on sait que parmi les salariés, certains n'ont pas d'appétence pour la formation. Ça fait très longtemps qu'ils ont quitté le cursus scolaire, ils n'ont pas forcément un bon souvenir de l'école, et du coup ils ne vont pas forcément avoir envie de retourner sur des bancs d'une formation. Et donc là, tout le but finalement, c'est de réenchanter un peu ce champ et de dire la formation, ce n'est pas que une formation collective sur les bancs de l'école qu'on vous oblige à faire. C'est aussi quelque chose que vous pouvez imaginer vous-même sur une envie que vous avez de progresser. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à impulser cette culture. Donc l'application CPF, justement, on va vous montrer quelques exemples dans la soirée, mais elle a ce but-là d'intéresser la personne à ça. Il y a des droits renforcés pour les personnes les moins qualifiées, ça c'est très important aussi, pour qu'ils puissent accéder à une réelle qualification. Donc voilà, en gros, je le fais vite, mais l'idée c'est d'éclairer, d'intéresser la personne. L'éclairer aussi, éclairer son choix, c'est-à-dire que le but c'est pas non plus de laisser la personne choisir toute seule, sans aucune aide, parce que c'est quand même assez complexe. On est dans un territoire où il y a énormément d'offres. Et donc là, un des apports de cette réforme, ça va être d'apporter du financement à ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, qui est un accompagnement finalement justement du salarié à s'orienter vers la formation qui sera la plus pertinente par rapport à son projet, ou qui va accompagner la personne à trouver justement où sont les métiers en tension, qui va l'aider justement à aller vers des secteurs prometteurs. Donc voilà sur le pan individuel, je dirais. Ensuite, il y a tout un pan qui concerne l'entreprise. Que faire pour inciter, là aussi, les entreprises à se saisir de la question, à faire en sorte qu'elles prennent conscience des enjeux et qu'elles investissent dans les compétences qui leur amènera une compétitivité future. Là aussi, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais on cherche à ouvrir les champs des possibles. Alors le plan de formation, qui s'appelle maintenant le plan de développement des compétences, sera beaucoup plus ouvert parce que par exemple une formation, le fait qu'elle ne se donne plus en heures, mais justement qu'elle soit beaucoup plus ouverte, permettra de faire par exemple de la formation en situation de travail. Donc ça c'est un élément de réponse à des petites entreprises qui peuvent avoir comme contraintes, des contraintes organisationnelles, qui ne peuvent pas laisser partir un salarié parce qu'un salarié qui part, c'est toute une organisation finalement qui est défaite. Donc là, tout ça, il y a un champ qui est ouvert autour de la formation en situation de travail.
Il y a un autre champ qui est ouvert autour de la formation à distance, puisque maintenant, la nouvelle définition de l'action de formation permet aussi de faire rentrer dans ce champ-là énormément d'innovation pédagogique, ce qui permettra aussi d'avoir accès à des formations peut-être à moindre coût, peut-être plus sur mesure, adaptées aux besoins de chacun. Ça, c'est un axe fort aussi de la réforme, le fait d'adapter aux besoins de chacun. Donc la VAE, la validation des acquis par l'expérience, est aussi un système qui marche assez bien et qui montre un peu l'esprit. L'idée, c'est que, comme on va progresser tout au long de la vie, il faut qu'au moment où on prenne une formation, on soit en capacité de dire bon, mais cette personne qui va prendre une formation, elle sait déjà faire les choses, elle a déjà acquis beaucoup de compétences par l'expérience, et donc elle ne va pas refaire une formation en entier, elle va faire la formation que sur les modules finalement sur lesquels elle a besoin de se former. Ce qu'elle sait déjà faire, ce n'est pas la peine. Donc ça permet là aussi d'apporter plus d'agilité, d'adapter les choses, de simplifier, de faciliter l'accès parce que du coup ça prend moins de temps, c'est aussi fait à un moindre coût et c'est tout simplement plus efficace. 2 mots sur la co-construction, vous m'arrêtez parce que je suis nulle en gestion du temps, donc si je prends trop de temps, vous m'arrêtez. 2 mots sur la co-construction. Comme je vous ai dit, la personne maintenant, elle va être consciente qu'elle a des ressources à sa main et qu'elle peut choisir l'endroit où elle investit. Alors souvent, certaines personnes disent c'est assez dangereux parce que finalement, l'offre elle est pléthorique, les personnes elles ne sont pas suffisamment peut-être au courant de où sont les opportunités, ça peut être dangereux. Il y a le conseil d'une part, il y a de l'autre part toute la place des entreprises aussi et des branches dans une co-construction. C'est-à-dire qu'une entreprise, par le biais de rendez-vous assez réguliers, d'entretiens professionnels justement sur les perspectives d'évolution de chacun des salariés, peut expliquer à ses salariés quelles sont les perspectives en termes de métier, quelles sont les évolutions sur ce secteur d'activité, et peut justement partager un projet professionnel avec un salarié et se mettre d'accord avec lui pour cofinancer finalement un projet professionnel de montée en compétences. Donc ça c'est possible et moi j'engage vraiment les entreprises à avoir cette démarche-là auprès de leurs salariés, de les inciter à se positionner, à se poser la question d'une évolution qu'ils souhaiteraient avoir pour justement pouvoir ensemble avancer vers des promotions et vers de nouveaux emplois qui conviendraient aux deux. C'est aussi faisable par la branche, notamment quand on s'aperçoit qu'il y a des évolutions fortes, la branche peut prévoir des formations qualifiantes qui fassent monter en compétence les salariés. Et si le salarié est d'accord, il peut aller aussi dans cette voie-là en co-investissant. Donc tout ça c'est possible. J'ai combien de temps quoi? C'est fini? C'est presque terminé. Ok. Donc juste l'apprentissage, 1 minute. L'apprentissage, super parcours d'excellence, très insérant au niveau de l'emploi. On cherche à déverrouiller le système pour permettre d'avoir plus d'apprentissage en volume. On va garantir le financement, c'est-à-dire que dès qu'une entreprise et un apprenti se seront trouvés, le financement est garanti. Il pourra y avoir, on va ouvrir les places finalement en CFA de manière beaucoup plus libérée. Et donc ça, le but, c'est là aussi de faciliter finalement le déploiement de formations prometteuses qui répondent aux besoins et des individus et des entreprises. Et je vous remercie. Désolée si j'ai pris trop de temps.